Bonsoir à tous. L'Église du monde porte son attention sur le Soudan du Sud, le plus jeune État du monde, situé en Afrique de l'Est, est devenu indépendant en juillet 2011. Mais la guerre civile y fait des ravages. Les affrontements ont débuté en 2013 lorsque le président Salva Kiir limoge son vice-président Riek Machar. Ce conflit prend immédiatement une tournure ethnique. Les deux rivaux sont issus de deux ethnies différentes, mais aussi économique puisque le Soudan du Sud est très riche en pétrole. Conséquence, plus d'1,5 million de civils ont fui les combats pour se réfugier dans les pays voisins. Autre conséquence de cette guerre, l'état de famine a été déclaré fin février. Alors face à ce drame humanitaire, l'Église, mais aussi des ONG sont mobilisées auprès de la population. C'est le cas notamment du Secours catholique. Je reçois pour en parler Nadia Dioti. Bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous avoir rejoints. Vous êtes chargée de projet département Urgence internationale du Secours catholique sur l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Alors vous êtes partie au Soudan du Sud, c'était au mois de mars. Quel était le but de cette mission ? Alors je suis partie fin mars faire une visite de multi-pays pour faire une évaluation de l'insécurité alimentaire qui touche la Corne de l'Afrique à l'heure actuelle. Donc je suis partie en Éthiopie, j'ai discuté avec certains de nos partenaires qui sont basés au Kenya, et puis ensuite je suis partie au Soudan du Sud, mais simplement à Djouba, capitale du Soudan du Sud, effectivement, pour me rendre compte un petit peu sur place de la situation. Alors justement, qu'est-ce que vous avez observé ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors tout d'abord, tout simplement à Djouba, ce qui a été très marquant, c'est l'agressivité, mais qui est le reflet du degré de désespoir des populations. Rien qu'en arrivant à l'aéroport, vous avez des personnes qui attrapent votre valise avant que vous ayez le temps de vous retourner. Et puis, vous savez qu'ensuite, ils vont vous demander de l'argent en échange. Et ce n'est pas optionnel, hein. On la prend. Et puis, vous avez intérêt à être au quart de tour pour la récupérer et puis pour rançonner votre valise en échange. Sinon, vous ne la récupérez pas. Voilà, exactement. Le lendemain, donc je repartais vers le nord, même chose. À peine la voiture garée, on a 7 personnes à l'arrière de la voiture qui se jettent sur le coffre pour récupérer les valises, pour demander un bec-chiche pour le port de la valise sans qu'on leur demande de le faire. Mais pour moi, c'est le reflet d'une population qui a besoin de travailler, qui n'a pas de travail, qui a besoin d'un revenu et qui est prêt à tout pour l'obtenir. Voilà. Alors, le Secours catholique, il intervient, on va préciser, au centre du pays. Voilà, il intervient donc dans la région de Lac et dans la zone de Yirol, Y-I-R-O-L, pour ceux qui aimeraient regarder. Et nous travaillons avec l'un de nos partenaires du réseau Caritas, nos partenaires anglais qui sont présents à Djouba, CAFOD, et puis qui travaillent avec le diocèse de Rumbek à Yirol. Alors le cœur névralgique de ce conflit, c'est plus au nord. Alors il y a 2 zones très chaudes. Au nord en frontière du Soudan, là où se trouvent les puits pétroliers, et puis au sud, frontière au sud de Djouba. Et vous êtes basé au centre. Alors pour quelles raisons en fait ? Pourquoi vous êtes dans cette zone-là ? Alors les zones de conflit, elles sont très difficiles d'accès. Ouais. Beaucoup d'humanitaires ont eu des problèmes. Nos partenaires ont choisi d'opérer avec le diocèse de Rumbek dans une zone où beaucoup de déplacés du Nord arrivent. Il faut les prendre en charge, et puis les populations hautes sont aussi pris dans la crise alimentaire que tout le pays subit à l'heure actuelle. Donc ils ne sont pas au niveau de famine comme le Nord, mais ils sont à un niveau de crise et de malnutrition assez élevé. Alors vous parliez justement du diocèse de Rumbek. On va écouter tout de suite le témoignage du père John Waweru, qui est le directeur de la Caritas du diocèse, donc avec qui vous travaillez. Nous l'avons joint. We had some good discussion on peace, and people they are still looking forward for this coming peace. But during this time, as we are talking, there is a lot of famine, roaming famine all over South Sudan. And most of the people, they are still moving, running from one place to another.
And so because of that instability, political instability, people, they were not able to work for their own feeding, for their own family. First, we are giving them food aid. We have been giving them food aid. And then also we saw there is need for them to work for their own food. So we provide them seeds and tools. Where they are is close to the lake. And because they are fish, we also provided them fishing gear. Alors c'est la faim dont la population souffre le plus aujourd'hui, c'est ça le problème majeur? Absolument. Il faut savoir que c'est un pays qui était, il y a 15-20 ans, fertile, qui a des grandes ressources en pétrole, qui était envié, et c'est pour ça que le Soudan s'est battu pour le garder aussi longtemps et que les guerres ont duré aussi longtemps. Il y a eu 2 guerres qui se sont enchaînées depuis l'indépendance des Anglais du Soudan et du Soudan du Sud en 1955, une première guerre jusqu'en 1972, et puis deuxième conflit de 1983 jusqu'en 2005 pour avoir accès à ces ressources. Et aujourd'hui, ce qui est très triste, c'est qu'on a toujours des conflits et des luttes, mais cette fois-ci à l'intérieur du pays, vous l'aviez mentionné, entre 2 ethnies qui veulent avoir le contrôle de ces ressources et tirer un profit maximal aux dépens de la population. Et donc justement, la guerre a évidemment dû porter atteinte aux récoltes. Absolument. Voilà, les populations n'étant plus sur place. Un exemple qui est très criant, que je lisais il y a quelques jours, vous avez des milices qui arrivent dans des villages qui non seulement pillent les villages, qui non seulement violent les femmes, mais qui en plus détruisent toutes les récoltes, coupent les arbres, brûlent les arbres, et s'assurent, c'est une méthode de guerre, ils s'assurent que les populations ne sont plus à même de survivre, pour les forcer aussi à se déplacer et reprendre le contrôle de certaines zones. C'était une méthode qui était utilisée par Khartoum dans le passé et qui est aujourd'hui reproduite par des milices sud-soudanaises. Et il y a aussi l'armée qui est donc sous le contrôle du régime, mais une armée qui commet aussi des exactions, c'est ce que l'ONU souligne. Absolument. Il y a une armée qui n'a pas été payée depuis bien longtemps par le gouvernement, une armée qui veut avoir accès à ses ressources aussi, une partie de l'armée aussi qui était une fraction Nuer, donc de l'ethnie de l'ancien vice-président et aussi de l'actuel vice-président, qui avait été rallié au mouvement d'indépendance en 2011 par de fortes sommes monétaires et qui aujourd'hui n'a pas reçu cet argent depuis 2013 et qui s'est à nouveau soulevée et qui est sortie des rangs alors qu'elle avait été intégrée lors de la formation du pays en 2011. Et qui est-ce qui contrôle aujourd'hui le pétrole du pays ? En réalité, très sincèrement, personne. C'est le chaos total. Le pays n'est plus capable d'exploiter ses ressources en pétrole. Et ces ressources représentent 75% des ressources du pays. Donc plus personne n'a la main mise dessus et pas l'État. Exactement. Et donc l'État n'est plus en mesure non plus de gérer la crise à l'intérieur du pays puisqu'elle n'a plus de ressources non plus. Alors parlez-nous un petit peu de l'action du Secours catholique. Voilà, comment est-ce qu'elle se déploie auprès de qui ? Alors nous travaillons à l'heure actuelle avec un consortium, donc CAFOD Trocaire, ce sont nos frères anglais et irlandais qui ont un bureau à Djouba et qui, eux, travaillent avec le diocèse de Rumbek, donc à Irol. Nous avons soutenu une première activité en mars de distribution d'aide alimentaire d'urgence pour permettre aux populations simplement de survivre jusqu'au moment des semences parce qu'elles n'avaient plus la force, les populations les plus vulnérables, de semer leurs récoltes, leurs semences pour la prochaine récolte. Ça, c'est des populations qui sont restées chez elles ou qui sont des déplacés ? Alors, on a aidé les deux. En fait, on a développé un projet avec notre partenaire qui aidait à 50% les populations hautes et des populations déplacées qui arrivaient du Nord. Pour aussi, on s'est rendu compte que parfois il y a des conflits. Lorsqu'on n'aide que les populations déplacées, ça peut se retourner
et créer des différends forts et violents entre les populations hautes et les populations déplacées qui, bien souvent, ont les mêmes besoins que les populations déplacées en termes alimentaires. Donc ce projet permettait de soutenir des ménages tant hautes que déplacés, principalement des ménages, des femmes chefs de ménage et des enfants chefs de ménage. Qui sont un petit peu les victimes premières de cette situation, de cette crise? Absolument. Ce sont les femmes et les enfants les premiers à être touchés par les violences qui touchent le pays. Et donc vous disiez la question alimentaire, la question du logement, elle se pose aussi? Absolument. Quand les populations fuient, leurs maisons sont brûlées, pillées, il ne leur reste plus rien. Elles n'ont plus. Et ce sont principalement des populations qui vivent de l'agriculture. Elles laissent leur stock de semences derrière elles, elles fuient à tout prix. Elles laissent, celles qui ont du bétail, elles laissent leur bétail. On ne peut pas toujours le prendre. Et elles sont elles sont complètement dépourvues de toute ressource. Vous parliez de cette population qui a été très éprouvée finalement depuis des décennies. Est-ce que c'est cette histoire, cette longue histoire de conflit qui alimente finalement ce nouveau conflit? Absolument. On retrouve aujourd'hui les méthodes qui sont utilisées par les milices sud-soudanaises. Elles s'apparentent complètement aux méthodes qui étaient utilisées dans le passé par Khartoum. Tout ce qui est, je parlais des milices qui coupaient les derniers arbres fruitiers et qui brûlaient les récoltes. C'était les méthodes... C'est ce que l'on voit aujourd'hui encore. Voilà, c'était les méthodes des Moudjahidim et des milices de Khartoum il y a 20 ans. Face à cela, dites-nous un peu, est-ce que l'Église, elle est mobilisée, elle est sensibilisée à ces questions-là, et peut-être tout simplement d'essayer d'éduquer la nouvelle génération? Oui, je pense que l'Église a un énorme défi. Comme vous le savez, la population sud-soudanaise est chrétienne. C'est une proportionnelle à peu près 50-50 catholiques protestants. Les deux églises travaillent ensemble pour le rapprochement intercommunautaire, interethnique, mais elles se trouvent face à un défi énorme pour rapprocher les deux frères ennemis. Et justement, comment ça se traduit, cette action de l'Église? Est-ce que c'est une action concrète sur le terrain? Voilà, comment est-ce qu'ils essayent de rapprocher ces communautés-là? Alors, nous, dans nos activités à l'heure actuelle, on ne travaille pas directement sur cette question, mais je sais que nos collègues anglais travaillent sur le rapprochement communautaire. Donc, je vais peut-être devoir revenir vers vous pour répondre directement. De manière un peu plus précise. Voilà. On parlait justement de cette situation terrible aussi. Vous évoquiez des viols dont sont victimes les femmes. C'est une arme de guerre. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? On n'a pas des chiffres très précis parce que les femmes ne viennent pas toujours déposer une plainte. C'est plutôt la prise en charge des organisations internationales, prise en charge médicale, qui fait qu'il y a des chiffres, mais ils ne sont pas à la hauteur de ce qui est en train de se produire. Mais oui, le viol est une arme de guerre à l'heure actuelle au Soudan du Sud, absolument. Et l'ONU, elle a dénoncé en mars un risque de génocide, en pointant du doigt notamment les forces gouvernementales qui seraient accusées d'attaques systématiques contre les civils en raison de leur ethnie, donc les Nuers en l'occurrence. Voilà, est-ce que ce risque vous semble possible? Comment est-ce que vous voyez les choses? Oui, absolument. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un risque de génocide au Soudan du Sud. Mon constat sur place, c'est d'écouter autour de moi une haine totale vis-à-vis des Dinka et vis-à-vis des Nuer. Et puis le constat général des Nations Unies et des ONG de ce qui est en train de se produire. Il y a eu le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention des génocides qui a dénoncé ce phénomène dès le mois de novembre 2016. Et le contexte ne fait que s'empirer. Et pourtant, on a l'impression que cette crise, finalement, on n'en parle pas beaucoup.
C'est un pays un peu oublié aujourd'hui, le Soudan ? Absolument, absolument. On en a parlé lorsque l'état de famine a été déclaré au nord, et puis depuis on n'en reparle plus. Et je trouve ça vraiment regrettable. On n'a parlé que très peu du Soudan du Sud pendant toutes les guerres qu'elle a subies. On connaît très peu, moi y compris, l'histoire du Soudan du Sud, les souffrances qu'ont subies les populations depuis plus de 60 à 70 ans. Et aujourd'hui encore, on repart dans ce même travers. Malheureusement, on ne parle pas suffisamment de ce qui est en train de se passer là-bas. Et pointiez du doigt aussi l'illettrisme, l'éducation, l'absence d'éducation. Ça, c'est quelque chose d'assez dramatique pour le pays, en fait. Absolument. Alors, on est à un niveau incroyable, 75% d'analphabétisme au Soudan du Sud. Comme je le disais, 60 ans de guerre, on reproduit des cycles de violence. Les enfants sont souvent les premières victimes. Elles sont embrigadées dans des milices, deviennent enfants soldats. Donc, aucun accès à l'éducation. Aujourd'hui, il y a 1,17 million enfants qui ont perdu l'accès à l'éducation qu'ils avaient au moment de la création de l'État du Soudan du Sud. En 2011, oui. Exactement. Donc, rien qu'en 5 à 6 ans, il y avait au départ cette volonté et on a déjà perdu l'accès pour tous ces enfants. Et puis, comment peut-on atteindre, comment peut-on se poser une réflexion et construire un pays si on n'a pas accès à un minimum d'éducation et pour moi, on ne peut pas construire un pays sans une population éduquée. 75% d'analphabétisme, c'est énorme. Donc pour vous, l'action prioritaire, c'est une action d'urgence aujourd'hui ? Absolument. Je crois qu'il faut nourrir d'abord les populations et puis continuer à travailler avec ces populations pour construire quelque chose sur le long terme et les aider à trouver la voie qui est la leur vers la démocratie et vers la paix. On en est loin de cette étape-là ? Absolument. Parce que tout laisse à penser que les choses peuvent continuer. Oui, je pense la situation va empirer avant de s'améliorer, malheureusement. Et les ONG, alors c'est vraiment un peu les acteurs premiers sur le terrain pour essayer d'aider les populations ? Oui, c'est les premiers acteurs. Certains risquent leur vie pour pouvoir aider les populations. Il y a eu des victimes d'ailleurs. Absolument. Oui. Elles peuvent être prises pour cible par des rebelles. Vous avez par exemple des camions qui transportent de la nourriture et qui vont être pris pour cible par des rebelles pour voler, piller ces distributions qui sont destinées aux populations les plus vulnérables. Donc le métier d'humanitaire, on le sait, devient de plus en plus dangereux, mais il l'est particulièrement au Soudan du Sud. Donnez-nous un petit peu quelques chiffres. Je parlais d'1,5 million de civils qui ont fui dans les pays voisins. Cette crise alimentaire, cette famine, elle affecte combien de personnes aujourd'hui ? Alors, sur une population totale d'environ 12 millions, aujourd'hui on est à 5,5 millions de personnes qui ont un besoin alimentaire d'urgence. Donc c'est environ 60% de la population. Donc ça, c'est des besoins vitaux. Quand on parle d'aide alimentaire d'urgence, c'est vital. Absolument. Et 7,5 millions ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Donc on a une proportionnelle qui est vraiment très élevée, des besoins énormes sur tout le pays. Et on sait évaluer le nombre de victimes que ce conflit a produit ? Il y a des chiffres. Ouais. Non. Alors, il y a des chiffres, mais c'est un petit peu plus difficile à évaluer. Par exemple, au nord, on évalue à environ 100 000 personnes qui souffrent de la famine. Aujourd'hui, savoir combien de personnes ont survécu dans des zones qui ne sont pas toujours accessibles, pas facile. On sait que par le passé, si on regarde la Somalie, on voit des générations entières qui ont disparu sans qu'on s'en rende compte. C'est simplement des chiffres plus tard qui vont ressortir. Et malheureusement, on s'en rend compte après de l'énorme impact qu'une crise alimentaire peut avoir sur la population. Et donc, comment est-ce que les populations viennent à vous ? Est-ce qu'elles sont orientées ? Comment est-ce que, concrètement, l'aide se fait ? Alors, nous, on évalue
les besoins des populations. On évalue quelles sont les populations les plus vulnérables. Il y a plusieurs critères. Je le disais tout à l'heure, des femmes chefs de foyer, des enfants chefs de foyer, des personnes âgées, des personnes handicapées. Il va y avoir plusieurs critères qui vont être mis en place pour aider ceux qui peuvent être aidés. Absolument. Une toute dernière question. Comment est-ce que vous sensibilisez, vous, le public? Parce qu'on peut imaginer que, voilà, peut-être dans l'esprit de pas mal de gens, on se dit, bah, tiens, c'est encore une crise en Afrique, la famine, on n'en sort jamais sur ce continent. Voilà, qu'est-ce que comment mobiliser le public et les potentiels donateurs? Alors, à l'heure actuelle, le Secours a lancé un appel aux dons pour plusieurs pays dans la Corne de l'Afrique et pour le Nigeria. Évidemment, ces famines sont causées par deux facteurs. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des pays qui sont aussi victimes du phénomène d'El Niño, d'une sécheresse forte. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de pluie régulière dans la région. Et ces problèmes sont exacerbés par la guerre. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un très jeune pays qui a beaucoup de besoins, qui a besoin de se développer. Et il ne faut pas l'oublier, il faut l'aider à se sortir de la situation dans laquelle il se trouve, il faut l'aider à s'éduquer et à atteindre un beau niveau de développement. Moi, je pense que par rapport à ses ressources, il en a la capacité. Et il faut le soutenir dans ce processus de développement qui, comme je le disais, va être long. Merci beaucoup, Nadia Djoti, pour votre témoignage sur le drame que vit la population du Soudan du Sud. Et bien, si les téléspectateurs veulent en savoir plus sur l'action du Secours catholique dans ce pays, je vous invite à consulter le site qui s'affiche sur vos écrans, www.secours-catholique.org. Et bien sûr, on va continuer à suivre avec attention ce qui se passe au Soudan du Sud. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Église du Monde. Très belle semaine à tous.